Salut à tous et à toutes et bienvenue sur cette première vidéo consacrée à Blender. Cette vidéo s'adresse avant tout à ceux qui n'ont jamais ouvert de logiciel 3D ou qui ont pris peur lorsqu'ils ont vu l'interface de Blender pour la première fois. Aujourd'hui, on va commencer tranquillement par explorer l'interface dans son ensemble avant de se plonger réellement dans la création 3D. Si vous débutez et que vous avez déjà quelques bases, je vous invite à consulter mes prochaines vidéos qui se concentreront davantage sur la pratique. Alors si vous êtes prêts à vous lancer dans Blender, on y va! Lorsque vous allez démarrer Blender afin de créer votre premier projet, vous allez voir qu'un petit panneau va s'afficher. Ce panneau s'appelle le Start Screen, ou écran d'accueil en français. Sur celui-ci, nous pouvons observer plusieurs choses. Tout d'abord, en haut à droite, vous avez des indications concernant la version de Blender que vous utilisez. Ici, nous constatons que j'utilise la version 4.1.1. Ensuite, sur la partie gauche, en bas, nous avons New Files et différentes catégories. Passons-les en revue. L'onglet général. C'est cet onglet que vous allez utiliser dans la majorité du temps. Ici, Blender va s'ouvrir avec des paramètres basiques qui vont vous permettre de commencer à travailler rapidement. C'est un peu l'écran de base lorsqu'on débute n'importe quel projet. L'onglet 2D animation, ici, va vous permettre de créer des animations 2D en utilisant des outils de dessin vectoriel de Blender. Vous pouvez créer des personnages, des décors et tout type d'animation 2D. Le sculpting, cet onglet vous permet de sculpter, comme son nom l'indique, des modèles 3D. En utilisant des outils numériques tels que des pinceaux ou des spatules. C'est idéal pour créer des personnages, des créatures ou des objets plutôt organiques. VFX, cet onglet vous permet de créer des effets visuels tels que des explosions, du feu, de la fumée ou encore des effets de fluide. Vous pouvez également utiliser cet onglet pour composer des images et des vidéos. Et enfin, le Video Editing est un onglet qui vous permet de monter des vidéos en utilisant les outils de montage vidéo de Blender. Vous pouvez couper, rogner, ajouter des effets et des transitions à vos vidéos. Maintenant, il est important de bien comprendre que tous ces onglets sont ici dans l'unique but de vous proposer un ensemble d'outils soigneusement sélectionnés pour vous aider à démarrer votre projet du bon pied, en fonction de sa nature. Mais elle n'est pas définitive, puisque nous le verrons un peu plus tard, mais vous pourrez aisément configurer l'interface de Blender comme bon vous semble. Avant de passer au logiciel pur et dur, vous pourrez aussi remarquer que dans cet écran d'accueil, il y a Recent Files. C'est ici que vous aurez la possibilité de retrouver les derniers projets sur lesquels vous étiez en train de travailler. En dessous, vous avez l'onglet Open qui vous permet d'aller chercher directement un projet dans votre ordinateur. Et en dessous, vous avez le Recover Last Session. Alors, vous allez me dire, à quoi ça sert d'avoir un onglet permettant d'ouvrir la dernière session si on peut retrouver ça directement dans les Recent Files? Eh bien, la différence vient du fait que Recent Files est destiné à ouvrir un projet récent sur lequel vous avez effectué un enregistrement de manière manuelle. Mais dans le cas où vous avez un crash de la part de votre ordinateur ou de Blender, normalement, Blender effectuera une sauvegarde automatique qui généralement vous permet de réouvrir votre projet sans avoir perdu des heures et des heures de travail. Pour les deux derniers onglets, Donate et What's New, le premier vous permet, si vous le désirez, de faire un don à la fondation de Blender afin de soutenir le développement continu de Blender, et le second vous permet tout simplement de découvrir les nouveautés des dernières versions de Blender. Maintenant que nous avons bien dégrossi cet écran d'accueil, il est temps de cliquer sur Général. Nous voici maintenant sur l'interface de Blender. De prime abord, lorsqu'on fait ses premiers pas dans un logiciel comme celui-ci, il est possible d'avoir une sensation d'un trop-plein d'informations. On voit des boutons un peu partout et on ne sait plus trop où donner de la tête. Rassurez-vous, on va décortiquer tout ça. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons nous rendre en haut à gauche. Ici, vous pourrez retrouver quelques onglets qui ne vous sont pas inconnus puisqu'on les retrouve sur n'importe quel logiciel. Nous avons le File, qui va vous permettre de créer un nouveau projet, d'ouvrir des projets plus ou moins récents, faire des sauvegardes ou encore importer et exporter tout type d'objets. Ensuite, vous avez l'onglet Edit. Si vous descendez un petit peu votre souris, vous allez trouver un onglet qui se nomme Préférences. Et dans celui-ci, il y a pas mal de paramètres intéressants. Dans Interface notamment, vous avez la résolution Scale. Ici, vous allez pouvoir augmenter plus ou moins la taille de la police de l'ensemble de votre interface. La 3D est un univers chronophage et il est important d'être à l'aise. Personnellement, j'ai mis cette option à 1.25 pour que vous puissiez bien voir mon écran. Mais cela peut servir aussi à des personnes qui ne voient pas très bien et qui ont besoin d'un peu plus de visibilité pour se sentir à l'aise. Un peu plus bas maintenant, vous avez la partie Translation, et plus précisément Language. C'est par ici que vous pouvez modifier la langue du logiciel. Pour ma part, je préfère rester sur l'anglais car j'ai étudié la plupart des logiciels en anglais et ça permet de retrouver les paramètres d'un logiciel à l'autre de manière plus simple. Mais libre à vous de passer en français. Toutefois, si vous regardez des tutos sur internet, dans 95% des cas, les youtubeurs seront sur une interface anglaise.
donc il est peut-être un peu plus simple pour vous de rester en anglais. Rendez-vous maintenant dans Thème. Toujours dans un souci de confort, vous avez la possibilité, en cliquant ici, de choisir tout simplement la couleur de votre interface, si vous voulez quelque chose de plus ou moins foncé. Pour ma part, j'aime bien le Blender Dark, mais libre à vous de prendre autre chose. En dessous, vous avez un onglet important, c'est l'onglet Add-on. De base, Blender s'installe avec tout un tas d'add-ons, mais qui ne sont tout simplement pas activés. Lors des futurs tutos, je vous dirai à chaque fois ceux à activer si besoin. Mais nous verrons ça plutôt lors de la pratique. Il y a encore deux petites choses que je vais vous montrer. La première se trouve dans la partie Système. Ici, vous allez retrouver des informations sur vos périphériques destinés à vos rendus. Je ferai une vidéo plus détaillée à ce sujet, mais si tout va bien, Blender devrait détecter votre GPU et votre CPU, c'est-à-dire votre processeur et votre carte graphique. Si vous êtes chez Nvidia, vous pouvez passer en CUDA. Si vous avez vraiment une carte puissante, je vous conseille de partir sur une Optix. Et si vous êtes chez AMD, vous devriez être en HIP. Le One API est quelque chose de bien spécifique pour les détenteurs de cartes graphiques Intel. Et enfin, la partie Save and Load, où vous allez pouvoir régler les paramètres de l'autosave. Alors, l'autosave c'est quoi? C'est tout simplement votre logiciel qui va faire des sauvegardes automatiques à intervalles réguliers. Personnellement, je la laisse toujours par défaut avec une sauvegarde toutes les 2 minutes. Cependant, l'intérêt d'espacer un petit peu vos autosaves est surtout dû à la puissance de votre ordinateur. Il faut bien comprendre que l'autosave peut avoir un impact sur vos performances, car à chaque fois que Blender va faire une sauvegarde, votre disque dur est sollicité, et donc vous pourriez ressentir quelques ralentissements. Cependant, si vous ne constatez pas de soucis par rapport à la fluidité dans vos futurs projets, il est plus sécurisant d'avoir un enregistrement toutes les 2 minutes en cas de problème. Maintenant, nous pouvons fermer cette fenêtre et revenir sur notre barre du haut. Dans l'onglet Render, maintenant, vous allez tout simplement pouvoir lancer un rendu de votre image ou de votre animation. Comme vous pouvez le remarquer, il y a des raccourcis clavier indiqués à côté. F12 c'est pour lancer le rendu d'une image et CTRL F12 pour une animation. Et la dernière chose que je voulais vous montrer ici se trouve dans Help. Lorsque vous cliquez sur Manual, un site va s'ouvrir tout simplement et va vous permettre de chercher n'importe quelle information sur le logiciel. C'est une petite bible gratuite que je vous recommande de consulter si vous avez le moindre souci. Maintenant qu'on a vu tout ça, retournons sur notre découverte de Blender. Dans un premier temps, si on observe attentivement, nous pouvons constater que l'interface de base est divisée en plusieurs fenêtres. Une centrale qui sera la principale, une seconde en dessous, une troisième à droite et une dernière en haut à droite. Commençons notre exploration par la fenêtre principale. Cet endroit, c'est ce qu'on appelle le viewport. Mais avant tout, qu'est-ce qu'un viewport? Eh bien, le viewport, c'est la fenêtre principale dans laquelle vous allez pouvoir visualiser et interagir avec votre scène 3D. C'est ici que vous effectuerez la majorité de vos travaux de modélisation, de texturation, de rigging, d'animation et de rendu en temps réel. Vous vous en apercevrez assez vite, mais le viewport de Blender est extrêmement puissant et flexible. Je vais passer en revue la plupart des boutons qui sont accessibles via cette fenêtre. Si vous me voyez sauter quelques boutons, c'est tout à fait normal puisque je veux d'abord vous faire découvrir les boutons que vous utiliserez le plus souvent. Tout d'abord, on va se rendre sur ce petit icône. Vous pouvez voir que lorsque je laisse la souris sur l'icône sans cliquer, j'ai une petite bulle d'information qui apparaît et qui m'indique à quoi cela correspond. Ici, nous sommes sur la Select Box. Donc, nous pouvons facilement comprendre qu'ici se trouvent des options liées à la sélection dans notre viewport. Cependant, lorsque je fais un clic gauche, on va voir que rien ne se passe et que je n'ai pas accès à d'autres options de sélection. C'est tout à fait normal. Pour avoir accès à d'autres options, il faut dans un premier temps vérifier que sous cette icône, vous avez une petite flèche en bas à droite du coin. Ce marqueur est là pour nous indiquer que nous pouvons avoir différentes options de disponibles. Ici, ça tombe bien, on a justement cette petite flèche. Je vais alors faire un clic gauche, puis maintenir enfoncé le bouton et survoler l'option qui m'intéresse, puis relâcher le bouton pour valider mon choix. Pour commencer, je vais donc sélectionner la Select Box. Cette Select Box va me permettre de venir étendre un cadre afin de sélectionner tout objet qui se trouverait à l'intérieur de cette forme. Si je viens par exemple sélectionner ma caméra et mon cube, je vais venir étirer en maintenant mon clic gauche enfoncé, puis relâcher le bouton pour confirmer ma sélection. Ce mode de sélection est assez pratique lorsqu'on veut sélectionner un ensemble d'objets, mais un petit peu moins si on veut faire une sélection un peu plus précise. Si on a besoin de plus de précision, alors il est préférable d'utiliser le Select Circle, mais je vais vous montrer ça un petit peu plus tard. Maintenant, passons à ces trois boutons. Le Move, le Rotate et le Scale. Alors, on commence à rentrer dans les outils intéressants puisqu'on va pouvoir commencer à interagir avec notre cube. Essayons le Move.
Ce bouton, comme son nom l'indique, va nous permettre de déplacer notre géométrie. Si je clique dessus, nous avons des petites flèches qui viennent d'apparaître. Ces petites flèches, c'est ce qu'on appelle un gizmo. Il faut voir ça comme une sorte de manette virtuelle qui va vous permettre de déplacer vos objets de manière simple et intuitive. La couleur des flèches est aussi là pour vous permettre de vous repérer plus facilement. L'axe Z en bleu, l'axe X en rouge et l'axe Y en vert. Si jamais vous avez un petit trou de mémoire, vous avez un petit mémo en haut à droite de l'écran. Donc, avec le Gizmo Move, je peux venir déplacer mon cube sur l'axe Z, X ou Y. Mais dans Blender, ce n'est pas le seul gizmo qui existe. Si je clique maintenant sur l'icône Rotate, on peut voir que les flèches ont laissé place à des petits arcs de cercle. De la même manière, je peux venir avec un clic gauche, sélectionner mon arc de cercle et venir faire de légères rotations à mon cube sur l'axe que je désire. Et enfin, le Gizmo Scale, qui lui va me permettre de procéder à une modification de la taille de mon cube suivant l'axe désiré. Le gizmo a une nouvelle fois changé puisque maintenant ce ne sont plus des arcs de cercle, mais des petits carrés. Et si je viens saisir le petit carré bleu, qui correspond à l'axe Z, je peux venir étirer mon cube sur la hauteur. Dernière petite chose, si je veux faire un agrandissement de manière générale, il suffit simplement de sélectionner ce petit cercle blanc et tout en maintenant le clic gauche de la souris enfoncé, venir étirer pour agrandir toute ma forme. Avant de passer à un autre groupe de boutons, je voulais vous montrer ce dernier icône qui est en fait un mixte des trois. Personnellement, je l'utilise jamais car je ne trouve pas ça extrêmement pratique. J'aimerais aussi vous montrer rapidement comment on peut se déplacer dans le viewport maintenant que vous savez bouger, faire une rotation ou tout simplement un agrandissement d'un objet dans votre scène. Il me semble nécessaire de vous montrer comment naviguer dans cet espace et vous allez voir, il n'y a rien de plus simple. Pour pivoter dans votre scène, comme ceci, il suffit simplement de cliquer sur la roulette de votre souris et de bouger de gauche à droite. Pour zoomer ou dézoomer, cette fois-ci, il faut faire roulette vers l'avant pour zoomer ou roulette vers l'arrière pour dézoomer. Et enfin, pour faire un déplacement latéral comme celui-ci, il faut maintenir votre bouton Shift enfoncé, ainsi que celui de la molette de la souris, et bouger votre souris de gauche à droite ou de haut en bas, comme ceci. Donc là, vous avez tous les raccourcis pour effectuer vos déplacements dans votre scène 3D. Retournons maintenant à nos boutons. Sur la barre du haut, nous avons encore tout un tas d'onglets intéressants, mais je vais volontairement vous en montrer que deux pour le moment, le View et le Add. Je vous montre seulement ces deux boutons car les autres, notamment le Object, comportent d'innombrables options qu'il est plus facile d'expliquer lorsque vous pratiquerez Blender lors des futurs tutoriels. Rendez-vous donc dans l'onglet View, car nous allons avoir des petites options liées à la vue qu'il est utile de savoir. Si on regarde attentivement, on peut voir la partie Viewpoint. Et c'est à partir d'ici que vous allez pouvoir choisir l'angle de vue de votre scène 3D. Nous avons vu précédemment comment naviguer librement dans l'espace 3D. Mais assez régulièrement, vous vous rendrez compte que nous pouvons avoir besoin de modéliser via un angle de vue bien précis. Si vous faites une maison, par exemple, vous pourriez avoir besoin de placer des tuiles sur le toit. Et dans ce cas, la vue top vous permettra d'être bien au-dessus de votre maison. Ou alors, vous pourriez avoir besoin d'être vraiment de face pour ajouter des fenêtres ou une porte, et dans ce cas-là, il est intéressant de passer dans une vue telle que front. Si on observe bien le menu dans lequel on se trouve, vous pourrez remarquer que chaque vue a un raccourci clavier. Par exemple, la vue top correspond au raccourci clavier numéro 7. Et si j'appuie sur la touche 7, on peut voir qu'effectivement, mon angle de vue se place automatiquement en vue top. Je vous invite donc à apprendre ces petits raccourcis clavier car ça vous évite d'aller dans les menus et ça vous permet de gagner beaucoup de temps. Il y a une autre option dans le Align View qui peut être intéressante. Lorsqu'on travaille une scène, on garde toujours à l'esprit le désir de rendre une belle image. Et une belle image, c'est un ensemble de paramètres, de composition d'image, d'éclairage, de texture, mais aussi et surtout de cadrage. Et régler la caméra avec les boutons Move et Rotate, c'est pas toujours évident. Mais dans Blender, tout est fait pour vous simplifier la vie. Et là, il vous suffit simplement de bouger autour de votre objet et de chercher le point de vue qui vous intéresse. Une fois que c'est fait, comme ceci par exemple, vous pouvez faire Align Camera to View ou Ctrl-Alt-0 et on peut voir que la caméra se place automatiquement là où vous étiez. Bon, ça c'était pour l'onglet View. Maintenant, passons à l'onglet Add, qui n'est pas bien compliqué non plus puisque comme son nom l'indique, il va vous permettre de faire des ajouts d'objets dans votre scène. On peut ajouter des cylindres, des torus, des sphères, mais pas que. On peut aussi ajouter différents types d'éclairage, tels qu'un soleil, ou encore ajouter une caméra. Et bien d'autres choses encore, mais on verra ça beaucoup plus tard. Maintenant, allons un petit peu plus à droite de notre écran pour regarder de plus près les 5 boutons que nous avons ici. Le premier va nous servir à rajouter de la transparence sur les éléments de notre scène. Par exemple, si je clique sur ce bouton, nous voyons maintenant facilement à travers notre cube. C'est assez pratique lorsque vous modélisez avec une référence en arrière-plan. Ensuite, nous avons des boutons représentés par 4 sphères, chacune un petit peu différente. La première est ce qu'on appelle la vue wireframe. En gros, c'est comme si vous ne voyez que le squelette de vos objets.
C'est extrêmement pratique lors de la phase de modélisation. La deuxième sphère correspond à la vue solide. C'est tout simplement la vue de base et c'est aussi parfait pour la modélisation. La troisième sphère, cependant, c'est ce qu'on appelle la vue matériel preview. Ça vous permet de voir les textures de manière approximative afin d'avoir un aperçu assez bref de ce que pourrait donner votre travail. Et enfin, le quatrième bouton, vous vous en doutez, c'est le mode Render, qui est un aperçu de votre rendu mais cette fois-ci définitif. Ce mode de rendu va prendre en compte vos textures, leur comportement par rapport à la lumière, ainsi que beaucoup d'autres paramètres. Bien entendu, ce mode est beaucoup plus lent que le mode Material Preview, car il calcule beaucoup plus de choses. Bon, nous avons fait plus ou moins le tour du viewport, mais il nous reste un bouton extrêmement important à parcourir. C'est même le plus important pour vous. Nous avons déjà vu beaucoup de choses, mais pour le moment, rien ne nous permet de modéliser quoi que ce soit. Eh bien, nous allons corriger tout ça en cliquant sur ce bouton. Actuellement, nous sommes en Object Mode, et nous allons donc passer en Edit Mode. Alors, qu'est-ce que change ce fameux mode édition ? Eh bien déjà, si on regarde sur la gauche, on a beaucoup plus d'icônes qui viennent de s'ajouter. On ne verra pas ces icônes dans cette vidéo, car je pense qu'il sera plus facile pour vous de les comprendre directement en appliquant leurs fonctions sur nos futures modélisations. Si vous êtes observateur, vous avez pu remarquer que notre cube a maintenant des lignes plus marquées qu'auparavant. Je repasse en Object Mode pour que vous puissiez faire attention à cette différence. Maintenant, en Edit Mode, et effectivement, on remarque deux choses. La première, ce sont bien évidemment les arêtes de mon cube qui sont plus marqués. Mais on peut remarquer aussi que les sommets de mon cube sont tous représentés maintenant avec des petits points. En fait, en 3D, chaque objet est composé de trois choses. Les points, qui se trouvent ici, c'est ce qu'on appelle des vertices. Vous pouvez, en manipulant ces points, commencer à modifier la forme de votre cube. Les traits que vous voyez et qui relient deux vertices entre elles, c'est ce qu'on nomme les edges. De la même manière que les vertices, vous pouvez les sélectionner et venir les modifier comme vous le souhaitez. Et enfin, il reste les faces, qui se trouvent être la surface plane entre trois vertices ou plus. Et vous pouvez observer ça sur absolument tous les objets 3D. Je peux ajouter une sphère et vous pouvez voir qu'elle est composée de faces, d'edges et de vertices. C'est la même chose pour la petite tête de singe. Si on regarde, elle est aussi composée de faces, d'edges et de vertices. Et c'est grâce à ces éléments que vous allez pouvoir modéliser toutes sortes de choses. Par exemple, si je reviens sur mon cube de base, je vérifie que je suis bien en mode édition. Je vais venir cliquer sur le petit bouton ici qui va me permettre de sélectionner les faces de mon cube, comme ceci. Et je vais venir par exemple cliquer ici et venir faire un scale. Donc j'ai le scale de sélectionner à gauche. Je sélectionne mon cercle blanc. Je viens réduire un petit peu et on peut voir que je suis en train de faire une petite pyramide. On pourrait très bien agrandir la base soit en continuant avec la face et en agrandissant les faces du dessous avec le cercle blanc, mais je pourrais très bien aussi choisir de prendre les vertices en les sélectionnant elles aussi dans ces coins-là et de venir agrandir la base comme ceci. Si je veux, je peux travailler avec les edges, sélectionner par exemple ce côté-là et venir le pousser un petit peu plus sur l'avant comme ça. Alors ça ressemble plus trop à une pyramide, mais c'est pour vous montrer le principe. Je peux faire la même chose de l'autre côté et je peux faire la même chose à droite et encore à gauche. Mais on reviendra un petit peu plus en détail quand on fera la modélisation d'un objet assez simple. Maintenant que nous avons fait le tour du viewport, nous allons passer rapidement à la fenêtre juste en dessous. Nous sommes ici dans ce qu'on appelle la timeline, qui est votre outil principal pour créer des animations fluides et réalistes dans Blender. Il faut voir cette timeline comme la pellicule de votre film. Elle représente le temps en une longue bande horizontale divisée en cases individuelles appelées frames. Chaque frame correspond à une image de votre animation. À savoir que plus il y a de frames par seconde, plus votre animation sera fluide. En général, on utilise 24 frames par seconde pour les films et les vidéos. Il faut donc bien comprendre que une seconde d'animation correspond à 24 frames. Par exemple, si je veux faire bouger mon cube durant 10 secondes, il faudra une clé d'animation à la frame 1 et une dernière à la frame 240. Je vais vous montrer ça. Pour faire ça, je vais sélectionner mon cube dans un premier temps, puis cliquer sur la touche N, qui va faire apparaître un petit menu en haut à droite. Dans ce petit menu en haut à droite, je vais venir appuyer sur le clic droit de ma souris au niveau de location Y. Puis je vais faire Insert Keyframe. On peut voir que j'ai un petit losange orange qui vient d'apparaître. Et je veux que mon cube, durant 10 secondes, se déplace sur l'axe Y
jusqu'ici, à peu près. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre mon curseur sur la frame 240, je vais venir bouger mon cube sur l'axe Y à l'endroit que je désire, par exemple ici, et je vais refaire un clic droit et Insert Keyframe. Maintenant, on peut voir que j'ai deux losanges sur ma timeline. Si je vais au début de ma timeline et que je clique sur Play, on peut voir que le cube va se déplacer durant une dizaine de secondes sur la timeline. Bien entendu, Blender permet de faire des animations beaucoup plus complexes que ça, mais on verra ça beaucoup plus tard. Il est temps pour vous de découvrir cette nouvelle fenêtre. Ici, vous êtes dans ce qu'on appelle l'Outliner. L'Outliner dans Blender, c'est un outil pour l'organisation et la gestion de votre scène. C'est un outil crucial pour gérer et organiser la hiérarchie des éléments au sein de votre scène 3D. Il s'avère particulièrement utile pour les projets complexes impliquant de nombreux objets et collections. Actuellement, lorsque vous ouvrez Blender, vous avez une scène relativement simple qui s'ouvre avec trois éléments: la lumière, la caméra et un cube. Déjà, nous pouvons voir que lorsque je clique sur un des éléments de ma scène, comme la caméra, cet élément est aussi sélectionné dans l'Outliner. Mais l'inverse est aussi possible. Si je viens cliquer sur Cube dans l'Outliner, on peut voir qu'il est aussi sélectionné dans mon viewport. Pour le moment, nous avons que 3 objets dans notre scène, donc il est très facile de s'y retrouver. Mais imaginez un instant une scène avec plusieurs dizaines d'objets. Vous pouvez vite vous retrouver submergé. Par chance, l'Outliner est très intuitif. Dans notre scène, par exemple, on peut voir comment l'arborescence fonctionne. Nous avons notre scène entière qui se trouve dans Scène Collection. Dans cette scène collection, nous avons collection, dans laquelle se trouvent nos 3 éléments. Mais nous pourrions facilement améliorer ça. On va dire par exemple que la lumière et la caméra appartiennent au décor, tandis que le cube appartient plutôt à de la modélisation. Ce qu'on peut faire, c'est venir modifier le nom de collection pour le renommer en décor, puis on va venir créer une nouvelle collection qu'on va renommer cette fois-ci modélisation, et dans laquelle on va pouvoir y glisser notre cube. Voilà. Déjà, on a quelque chose d'un peu plus organisé. Mais il y a un autre avantage à faire ce travail. Par exemple, si je veux cacher les éléments de mon décor, j'ai juste à cliquer sur le petit œil pour masquer les éléments à l'intérieur de cette collection. Le petit bouton que vous avez à droite sert juste à cacher ou non les éléments lors du rendu. Pour conclure rapidement sur cette fenêtre, je vous conseille fortement de faire cet effort d'organisation et de hiérarchisation de vos éléments. Ça vous permettra sur vos gros projets un gain de temps non négligeable. Nous arrivons enfin à la dernière fenêtre de notre interface. Bienvenue dans les Properties. Comme vous allez vite le remarquer, il y a énormément d'options et de paramètres. Et bien entendu, je ne vais pas m'attarder sur tout. Car d'une part, il y a des choses plus simples à comprendre directement en pratiquant, et d'autre part, il y a des choses qui ne vous serviront que dans des cas bien spécifiques. Commençons avec les options de rendu. Vous avez ici le choix entre 2 moteurs de rendu bien distincts. Il y a le moteur Eevee, qui pour faire court est un moteur de rendu plutôt temps réel. Il utilise des techniques bien particulières pour obtenir des images rapidement, même si vous n'avez pas un ordinateur très puissant. Cependant, même si les rendus sous Eevee sont intéressants, il sera compliqué d'avoir un rendu photoréaliste avec ce moteur, contrairement à celui de Cycles, qui lui va vous permettre d'avoir une qualité d'image incroyable, rivalisant sans peine avec la photographie. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais les deux moteurs ont leurs avantages et leurs inconvénients. Ici, on va avoir le sampling, donc tout ce qui touche à l'échantillonnage de votre image. À savoir que plus la valeur est élevée, et plus votre image sera belle, au détriment bien entendu d'un temps de rendu bien plus long. On verra de toute façon tous ces paramètres lors de votre premier rendu. Ensuite, nous avons les options de sortie, avec l'onglet Output. Dans cet onglet, vous retrouverez des paramètres liés au format de l'image. On peut voir que de base, nous sommes en 1920 par 1080, et on peut aussi définir le framerate, qu'on peut augmenter si on a besoin de plus de fluidité. Le frame range, lui, est lié au rendu de vos animations. Vous pouvez choisir par exemple à partir de quelle image vous souhaitez faire le début de votre rendu. Et de la même manière, vous pouvez choisir à partir de quel moment vous souhaitez que le rendu se termine. Dans Output, vous pouvez aussi choisir la destination de votre rendu. Et bien entendu, changer le format en PNG ou JPEG pour une image, ou alors si vous voulez rendre une animation, vous pouvez choisir AVI RAW. Un peu plus bas maintenant, dans Scene Properties, vous trouverez des paramètres liés au système métrique de Blender. De base, vous êtes en mètres, mais vous pourriez très bien passer en centimètres, voire en kilomètres, suivant vos besoins. J'en ai pas parlé jusqu'à présent, mais si vous avez envie de travailler une modélisation dans le but de l'importer dans l'Unreal Engine par exemple, les proportions sont un paramètre important. De la même manière que si vous faisiez de l'architecture, il est important d'être le plus précis possible. Juste en dessous, vous avez l'onglet World, qui va vous permettre notamment d'ajouter une HDRI si besoin,
afin d'avoir un éclairage plus réaliste. La petite clé à molette, ce sont les modifiers. Dans Blender, vous avez plein d'outils qui vont vous permettre de faire des tâches plus ou moins complexes. Je ne vais pas tous vous les présenter car de toute façon, on sera amené à en utiliser beaucoup. Mais pour vous donner une petite idée, imaginons que je veux faire des marches par exemple. Plutôt que de venir dupliquer mon cube à chaque fois et ajuster sa position, je peux tout simplement ajouter à mon cube un modifier de type Array. On va dire que je veux 6 marches, donc je vais mettre 6 dans Count, et je vais lui dire de positionner mes cubes par rapport à l'axe Z, comme ceci. Bon, c'est un exemple très simple, mais ça vous donne une petite idée de la puissance des modifiers de Blender. Ensuite, nous avons un icône pour la gestion de particules. Ça va nous permettre de créer des émetteurs de particules pour faire des effets très sympas. Mais on peut aussi faire de l'herbe ou même des cheveux par ce biais-là. Après les particules, nous avons les outils liés à la physique. Donc, si vous voulez simuler un tissu ou faire des collisions entre deux objets, voire même ajouter du vent, c'est par ici que ça se passe. Je passe volontairement sur les deux prochains pour passer directement à l'onglet Material. Donc, comme son nom l'indique, c'est par ici qu'on va pouvoir changer la couleur de notre cube, par exemple mettre notre cube gris en rouge, ou tout simplement pour lui ajouter de la matière. Je passe brièvement pour le moment sur cette fenêtre car je pense que vous avez déjà beaucoup d'informations à assimiler, et cette dernière est plus sympa à regarder lorsqu'on en aura besoin directement sur les futurs tutos. Avant de vous quitter, j'aimerais revenir sur une chose que j'ai dit en début de vidéo. Si vous vous souvenez, je vous ai indiqué que l'interface de Blender était entièrement paramétrable, et il me semble important de vous montrer ça. Jusqu'ici, je vous ai fait un tour global de notre environnement de travail lorsque Blender se lance. Mais vous pourriez ne pas aimer l'agencement des différentes fenêtres. Pour pallier à ça, il vous suffit simplement de venir en haut à gauche et de choisir le type de fenêtre que vous souhaitez afficher. Par exemple, je pourrais très bien vouloir que la timeline qui se trouve en bas actuellement se trouve au-dessus et que mon viewport, à l'inverse, se trouve en dessous. Donc je vais sélectionner avec ce petit bouton Timeline, ici, et on peut voir que la timeline vient de se placer en haut. Je peux faire la même chose en bas, donc pour venir récupérer mon viewport, et j'ai inversé les deux fenêtres. Je peux faire la même chose avec les fenêtres de droite, c'est-à-dire passer l'outliner en bas et passer les properties en haut, mais je peux aussi ajouter une nouvelle fenêtre. Imaginons par exemple pendant la modélisation, vous avez besoin de modéliser dans le viewport normalement, mais vous avez envie de voir ce que ça donne en direct du point de vue de la caméra. Pour ça, il suffit de vous rendre entre deux fenêtres, et une fois que vous avez cette petite croix qui apparaît, vous cliquez et vous venez étendre une nouvelle fenêtre. Et là par exemple, on peut très bien appuyer sur 0 pour avoir le point de vue de la caméra, et je peux continuer à modéliser en ayant ce point de vue là. Donc comme vous pouvez le voir, Blender est extrêmement flexible, aussi bien au niveau de ce qu'il est possible de faire, mais aussi au niveau de l'interface. Il est très important pour vous de garder à l'esprit que les logiciels 3D sont souvent très complexes et il est important de se sentir à l'aise. Donc créez-vous un environnement de travail dans lequel vous êtes à l'aise, c'est le plus important. C'est tout pour aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, on a vu grossièrement l'interface de Blender, mais au moins vous avez maintenant une petite idée de certaines fonctionnalités d'un logiciel 3D comme Blender. Dans les prochains tutos, je ferai des vidéos avec beaucoup plus de pratique. J'essaierai d'être le plus clair possible afin que vous puissiez apprendre énormément de choses sur la 3D de manière plus sereine. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un like. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.